Bon, alors j'ai pas besoin de vous les présenter, je pense, hein, vous les avez déjà vus et revus. Mais donc voilà, aujourd'hui, cet après-midi et pour cette table ronde, on voulait vraiment vous parler de quelques sujets, de quelques thématiques qui, puisque là on envisage les 10 prochaines années, hein, on envisage la suite après ce bilan, eh bien c'était vraiment de pouvoir vous évoquer un certain nombre de thématiques avec aussi un certain nombre de mesures, de dispositifs qui nous semblent vraiment intéressants et qui attirent notre attention. On n'a pas toujours des solutions toutes faites, bien sûr on n'en a jamais en fait des solutions toutes faites, on les construit avec vous. Mais donc voilà, on voulait évoquer ça avec vous pour que vous aussi vous puissiez repartir avec ces idées en tête et puis qu'ensemble on y réfléchisse sur le terrain dans les mois, les années à venir. Voilà. Donc, dans un premier temps, voilà, on va faire ça dans l'ordre, mais voilà, j'aimerais que nos collègues puissent évoquer, eh bien, tout simplement, voilà, il y a un certain nombre de thématiques auxquelles on a pensé et que vous nous disiez pourquoi cette thématique nous semble vraiment intéressante du point de vue, et pourquoi est-ce que la JR peut être intéressante pour répondre aux enjeux de cette thématique-là. Alors, c'est moi qui commence. Bonjour à tout le monde. Ravie. Je vais aborder le premier sujet. Il portera sur la justice restaurative et les violences sexuelles au sein de l'Église catholique. Je vais partir du principe, je ne sais pas si j'ai raison, que vous êtes toutes et tous à minima informés sur le rapport de la SIAZ, son contenu et ses recommandations. Sinon, vous avez un résumé qui fait une 40aine de pages et qui est disponible sur Internet et qui est très intéressant. Grosso modo, la SIAZ, c'est une commission indépendante qui a travaillé pendant 2 ans et demi sur les violences sexuelles au sein de l'Église et à l'issue de ces 2 ans et demi, réalisé un rapport, remis un rapport. Et dans ce rapport sont pointés le nombre de personnes victimes, le fait qu'il y ait que ce soit des violences systémiques, la question des réponses et de la défaillance de ces réponses à ces violences. Ce que ce rapport aussi a amené, c'est des recommandations, dont notamment la justice restaurative fait partie des recommandations, mais il y en a plein d'autres. Et puis surtout, ce que ce rapport a amené, c'est que il y a une partie témoignage. Alors, je ne sais plus si c'est de victime à témoin ou de témoin à victime, j'ai du mal, mais en tout cas, c'est une partie témoignage avec plein de personnes victimes qui parlent de ce qu'elles ont vécu, des répercussions que ça a dans leur vie, comment elles vivent actuellement pour les personnes qui sont vivantes, parce que c'est un rapport qui s'est étendu sur une période de 70 ans. Je vous invite vraiment à le lire, je pense que ça nous éclaire énormément aussi sur notre société, sur le regard qu'on porte sur les victimisations, sur ces victimisations. Donc ce rapport, il fait l'objet d'un travail 2 ans et demi. Il a été rendu il y a 2 ans, le 5 octobre 2021. Pareil, je vous invite aussi à regarder la conférence de presse de la remise de ce rapport. Et il y a eu une partie d'une des personnes victimes qui représentait un collectif et qui parlait aussi des victimes dans les pensionnats autochtones canadiens. Parce que c'était l'époque où sortait énormément aussi cette question de ces violences au sein des pensionnats. Nous, au sein de l'Institut, on a, vous devez vous en douter, mais c'est bien de le rappeler, on soutient la justice restaurative, y compris pour les violences sexuelles, y compris celles commises au sein de l'Église catholique. Et lorsque le rapport a été remis et que la justice restaurative faisait partie des recommandations, on en était heureuse. Oui, on avait été par ailleurs aussi auditionné par la commission Sauvé. Alors la commission Sauvé ou le rapport Sauvé, c'est son président, Jean-Marc Sauvé, qui était le président de cette commission. Et donc, parmi les recommandations pour répondre à ces violences systémiques, donc la justice restaurative en faisait partie. Je vais cibler sur deux types de mesures, mais c'est des mesures qui sont, que je vais cibler pour vous proposer, envisager.
Ah oui, pardon. Alors j'arrête ça. Excusez-moi, j'allais partir sans... Non, parce que voilà, on avait l'intention de vous présenter les différents sujets sur lesquels on s'arrête, et puis après on va aborder les types de mesures. Voilà. Je laisse la parole à Eulalie qui va nous parler aussi de la question du terrorisme. Merci. Oui, on a préparé les questions, c'est pour faire genre, c'est fluide, mais tout est préparé, pour pas que vous vous endormiez trop après manger avec des monologues inintéressants, enfin intéressants mais longués. Donc pour ma part, ça sera en effet sur la justice restaurative et le terrorisme. Alors pourquoi la JR s'y intéresse ou pourquoi la justice restaurative pourrait être intéressante dans ce domaine-là en fait, ça me paraît évident, donc je ne vais pas retracer il n'y a rien de particulier, je ne vais pas retracer l'histoire du terrorisme, mais le terrorisme est une infraction avec des personnes victimes, des personnes auteurs. Derrière, il y a des attentes de dialogue. Alors, je ne vais pas dire que c'est une infraction comme une autre, mais toute infraction est différente, mais derrière, il y a des répercussions et la justice restaurative a complètement sa place. Alors, dans le terrorisme, il y a terrorisme et terrorisme, bien évidemment. Donc, il y a ceux qui sont en première ligne quand ils commettent les attentats, mais il y a aussi ceux qui, derrière, sont arrêtés pour association de malfaiteurs terroristes. Il y a tous ceux qui sont aussi pour apologie. Il y a ceux qui partent en Syrie, qui reviennent et qui sont incarcérés. Donc, c'est vraiment à prendre au sens large. Ne pensez pas non plus qu'à Salah Abdeslam quand on parle de terrorisme. Et puis, on en a un peu parlé ce matin aussi, mais il y a aussi le terrorisme basque. Donc voilà, c'est vraiment à prendre au sens large. Donc, c'est plus que d'actualité, malheureusement. Voilà, je ne pensais pas faire ce lien cette semaine, enfin la semaine dernière encore. Mais c'est plus que d'actualité, ça le sera encore malheureusement, je pense. Et donc oui, il y a de la demande de personnes victimes. Ensuite, j'en reparlerai. Et c'est une infraction. Il y a des personnes qui ont besoin de parler derrière suite à des répercussions. Donc, ma réponse est assez simple, je pense, à la question. Oui, c'est vrai qu'on voulait aborder ce sujet parce qu'il y a encore trop de personnes qui vont considérer que la justice restaurative, c'est pas pour ce type de fait, c'est trop compliqué, c'est trop lourd, c'est trop grave. J'ai oublié le plus important. L'approche relationnelle qui vous a été décrite hier par Catherine Rossi et Serge Charbonneau, elle est pensée pour les crimes graves. Elle est pensée pour les crimes, il y a toute une préparation. La base de la justice restaurative, c'est aussi le volontariat. Il y a le temps de préparation, il y a l'accord aussi des professionnels. Si ce n'est pas sécurisé, on n'y va pas. Toutes ces garanties font que le domaine terroriste aussi peut être accompagné en justice restaurative et c'est pas à part du reste. L'approche relationnelle s'applique aussi à cette matière-là. Merci Eulalie. Donc Émilie, parce que là aussi on envisage aussi sur des sujets qui sont peut-être différents. Là on est parlé d'infractions extrêmement graves, quoique on aborde aussi la question de la protection de l'enfance, qui malheureusement peut être concernée aussi par des situations très lourdes, mais aussi la prévention de la délinquance. Donc je te laisse. C'est ça, merci. Donc oui, moi je vais vous parler de la justice restaurative comme outil supplémentaire vraiment au service des professionnels dans le champ de la protection de l'enfance et de la protection de l'enfance et de la prévention de la délinquance. Un outil qui s'adresse à l'ensemble vraiment des acteurs qui sont en contact direct avec les enfants. Un outil qui peut répondre aux enfants en danger ou en risque de l'être, à des victimes ou à des auteurs de violences physiques, de violences psychologiques, dont le harcèlement scolaire, qui est quand même un sujet qui fait un peu la une des médias en ce moment dans l'éducation nationale, des victimes de violences sexuelles, des enfants qui sont exposés aux violences conjugales, aux adolescents auteurs qui, dans la plupart des cas, ont été des enfants victimes également. Donc voilà, j'ai entendu plein de belles choses, plein de belles initiatives, notamment dans le cadre des ateliers entre hier et aujourd'hui. Donc voilà, le sujet ce dont je vais vous parler, je me dis aussi pourquoi pas à La Réunion, surtout qu'on a pardon. On a des points de départ, c'est-à-dire que depuis à peu près 1 an et demi, l'antenne majeure et l'antenne mineure sont de plus en plus sollicitées
On a eu des orientations d'enfants victimes dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. On a des associations habilitées protection de l'enfance qui nous demandent d'intervenir auprès des équipes pour sensibiliser les travailleurs sociaux. Les SPD, les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance aussi, qui font appel aux antennes pour sensibiliser les équipes et puis pour co-construire vraiment autour de quelle place peut avoir la justice restaurative dans ces dispositifs-là. Des missions locales aussi qui ont fait appel au service des antennes pour sensibiliser des jeunes majeurs. Et l'éducation nationale depuis quelque temps qui vraiment nous demande d'intervenir dans le cadre de la formation auprès des professionnels pour pouvoir répondre au mieux aux attentes des élèves. Voilà, donc la justice restaurative, elle a toute sa place, à mon sens, dans ce contexte local. Voilà. Oui, c'est vrai que la Réunion, j'y étais encore il y a quelques semaines avec Émilie, et c'est vrai qu'on se rend compte que il y a tout pour que ça devienne une sorte de laboratoire un petit peu de tous ces projets, et donc je trouve ça extrêmement intéressant. Et c'est pour ça qu'on voulait vous en faire part. Et ensuite, Pauline, sur la question aussi, une question particulièrement sensible aussi. Alors, moi, je vais vous parler du coup de la maltraitance à domicile envers les personnes âgées et ou en situation de handicap. Donc, on a des statistiques de la Fédération 3977 dans leur rapport annuel de 2019 qui font ressortir que les situations de maltraitance à l'encontre des personnes en situation de vulnérabilité révélées concernent principalement des maltraitances à domicile par une personne de l'entourage familial ou social. Et ces situations étaient en augmentation en 2020 et 2021. Ces situations de maltraitance à domicile, elles sont très diverses. Les solutions pour les faire cesser sont également très diverses. Cependant, on a presque toujours ces maltraitances, elles sont presque toujours dues à un défaut de communication entre les personnes. Et le côté relationnel de ces situations, forcément, va nécessiter qu'on réinstaure du dialogue entre ces personnes pour apaiser le conflit et les répercussions qui en découlent. C'est à ce niveau-là que la justice restaurative, elle va pouvoir intervenir dans la chaîne de prise en charge de ces situations, avec aux côtés des différents acteurs de la santé, du social, pour pouvoir permettre le rétablissement du dialogue et la recherche de solutions permettant de faire cesser la maltraitance. Le dialogue, il va permettre d'identifier et de comprendre les mécanismes qui ont pu faire émerger la situation de maltraitance, placer aussi les personnes en posture d'actrice de recherche de solutions et mobiliser aussi autour d'elles des ressources, famille, entourage social, professionnels de santé pour les soutenir dans leur démarche. Merci Pauline. Donc maintenant que vous avez dressé un petit peu le contexte de ces différents sujets pour lesquels on pense que la justice restaurative peut vraiment être pertinente, on a aussi pensé évidemment, même si toutes les mesures de justice restaurative peuvent être pertinentes dans ces situations, mais voilà, il y en a peut-être certaines qui nous semblent plus adaptées que d'autres ou qui vont permettre d'aborder des aspects plus pertinents. Voilà. Donc Noémie, je te laisse notamment sur le cercle restauratif. Oui, alors donc on avait, je vais vous parler du cercle restauratif plus particulièrement, même si en effet Ben l'a dit, les médiations restauratives ou des conférences avec les proches, etc., ce serait possible. Donc les cercles restauratifs, c'est une mesure qui permet à un groupe de personnes constitué, un groupe de personnes victimes, qui va se constituer et qui vont, en présence de leurs proches, en présence de personnes de confiance, en présence de bénévoles, avec, entre guillemets, membres de la communauté, et donc que ce groupe de personnes qui sont désireuses de s'investir dans ce processus de dialogue, tant les personnes victimes que les proches et les autres personnes identifiées.
un focus sur qui sont ces personnes membres de la communauté, qui sont ces personnes proches et qui sont ces personnes de confiance. Donc vous avez compris que la justice, quand on met en place ces mesures de justice restaurative, l'identification par les personnes de leurs attentes, mais aussi des personnes avec lesquelles elles souhaiteraient s'impliquer dans ces dispositifs, ça dépend d'elles. Donc c'est pour ça que de manière... c'est réfléchi de vous parler de personnes de confiance, de proches, parce qu'on ne va pas vous dire que c'est un compagnon, une compagne, un enfant, un parent. Ce sont les personnes en qui les personnes victimes sont désireuses non seulement d'aller dans ces espaces de parole, mais aussi en qui elles trouvent qu'il y a un intérêt à y aller. Les personnes de confiance aussi, ça peut être des personnes extérieures, mais qui restent quand même ça peut être des soignants, ça peut être... des travailleurs sociaux, ça peut être toute personne en qui il y a une confiance qui ne sont pas forcément des proches. Et puis des bénévoles, membres de la communauté, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément concernées directement par la commission de l'infraction ou n'ont pas un lien direct avec les personnes victimes, ni même n'ont pas forcément un lien direct avec l'Église. Mais l'idée, c'est nous, membres de cette société, membres de cette communauté, pourquoi on irait et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ces personnes, faciliter en fait ce dialogue. Dans la spécificité qu'il y a des violences au sein de l'Église, c'est la présence de membres du clergé représentants et ou de laïcs qui sont impliqués dans l'Église. Et pour nous, ça nous semble opportun, d'une part par la dimension systémique des violences sexuelles au sein de l'Église et par aussi la dimension systémique d'une quasi-non-réponse ou du fait qu'on a déplacé les prêtres, j'ai appris ça aujourd'hui, qu'on a aussi déplacé les victimes dans certaines situations. Voilà, et donc en fait, cette non-réponse à la gravité de faits qui ont été nommés, l'Église aussi a participé à ça, enfin ses représentants. Et donc la présence de membres du clergé, de personnes laïques impliquées, mais aussi je prends à rêver aussi des personnes qui sont aussi extérieures ou alors des personnes qui sont des croyants, des croyantes, mais qui n'ont pas une implication dans leur église en termes de représentation. Donc l'idée, c'est que ces cercles puissent exister comme une réponse à des attentes des personnes victimes et on pourrait éventuellement, alors ça c'est dans l'après, mais vraiment de pourquoi pas impliquer aussi des personnes autrices de faits similaires ou de faits identiques. Voilà, donc c'est des cercles qu'on pourrait proposer en réponse aux violences sexuelles au sein de l'Église. Oui, c'est vrai qu'effectivement, on se rend compte avec ce type de mesures qu'on peut à la fois intervenir sur le volet plus individuel, l'attente d'une victime vis-à-vis d'un auteur, vis-à-vis d'une autorité religieuse, mais aussi la dimension plus collective au sein, par exemple, d'un diocèse ou ce genre de choses, où l'enjeu, c'est aussi de traiter la question de l'impact de la découverte de ces abus, mais aussi la dimension plus systémique à travers tout ce que le rapport Sauvé a montré. Et donc c'est vrai que le cercle restauratif, par une réunion progressive des différents cercles, nous semble vraiment pertinent. Merci Noémie. Eulalie est également un dispositif que pour le coup, nous avons pu aussi tester. Oui, je fais juste plus large d'abord pour dire que de manière générale, mais un peu comme Noémie l'a dit, et sur la question du terrorisme, toute mesure est potentiellement possible, une fois de plus selon les attentes des personnes. On rabâche, mais en fait la justice restaurative, c'est les attentes des personnes et pas grand-chose d'autre, et la sécurité, et donc l'adaptation. Il y avait des rencontres condamnées victimes, détenues victimes seraient possibles. Il y avait d'ailleurs eu un début de projet, pour certains dans la salle ça vous parlera, mais qui n'avait pas abouti en raison d'un manque de personnes auteurs sur le territoire expérimental. Pas assez d'auteurs pour aller jusqu'à la fin de la session, mais il y a eu des personnes victimes intéressées qui avaient bénéficié d'un groupe de parole du coup derrière. Des médiations restauratives classiques, personnes victimes, personnes auteurs, de la même affaire, ce serait possible, ou avec proches de victimes si les personnes victimes sont décédées, bien évidemment. Mais sinon, ce dont parlait Benjamin, c'est les médiations auteurs-victimes
au singulier, c'est-à-dire une victime et un auteur de la même affaire. Alors, on n'est pas encore super décidé sur le nom. On attend des réponses de notre conseil scientifique, que je relance au passage. Mais il y en a qui parlent de médiation indirecte, c'est pas tout à fait juste. Médiation anonyme, c'est pas tout à fait juste. Mais vous voyez, non lié, Martine Capou hier qui disait non lié par la même affaire. Donc, c'est une victime, un auteur, pas de la même affaire. Vous voyez l'idée? C'est le principal. En fait, ce qu'il faut faire attention, enfin, ce sur quoi, ça, nous, on s'est renseigné auprès de Médiante, d'Antonio Bonatesta, qui en a fait un peu, mais pas tant que ça aussi, et du CSJR, donc au Canada aussi, qui en fait. Je vais le redire ce que j'ai dit avant, mais l'objectif dans ces médiations, c'est de se concentrer sur les attentes des personnes. Donc pourquoi une victime voudrait voir un auteur qui n'est pas le sien et pourquoi un auteur voudrait voir une victime qui n'est pas la sienne. Enfin, victime-auteur n'appartiennent jamais à l'autre. Mes mots ne sont pas justes. Donc il faut vraiment que ce soit par rapport aux attentes des personnes, que ce soit ce que les personnes veulent et non pas que ce soit plus simple que des RCV, RDV à mettre en place. Et donc on ne fait que des médiations. Ouais, mais dans la médiation non liée, anonyme, auteur-victime au singulier, il n'y a pas la pluralité qu'on retrouve dans les RCV, RDV. Donc oui, c'est peut-être plus facile parce qu'il y a moins de demandes, mais si vous faites bien le boulot, c'est pas plus facile. Parce que pour que les gens trouvent de l'intérêt à aller parler à une seule victime ou un seul auteur, il faut derrière leur demander quelles sont leurs attentes, quels sont leurs critères de similarité, c'est-à-dire qu'est-ce que... ça fait un peu catalogue, hein, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'ils attendent de l'autre pour que l'autre... par rapport à ses attentes et par rapport à ce qu'il attend de l'autre, ça lui corresponde suffisamment. C'est ça une question même il parle de concordance, c'est pas le mot qu'ils utilisent au CSJR, mais en fait voilà, en termes d'âge, par exemple, pour vous donner du concret, hein, peut-être en termes d'âge, alors peut-être pas sur le terreau, hein, mais de niveau de violence aussi. Mais moi je veux que ce soit vraiment quelqu'un qui a participé et pas juste quelqu'un qui a fait de l'apologie. C'est pas pareil du tout. De sexe, pourquoi pas, d'âge, je dis pour toute infraction, voilà. Le contexte aussi, sur des questions par exemple d'inceste, si c'était ça, c'est pas pareil. Rencontrer que ce soit inceste entre frères et sœurs ou inceste entre grand-père et petite-fille. Donc tout ça, il faut demander aux gens qu'est-ce qu'ils attendent comme critère de l'autre pour qu'il y ait de l'intérêt et que les attentes puissent être concordantes entre les personnes. Donc c'est pas si simple que ça, donc ce n'est pas une facilité. Donc attention, voilà, ça peut être la dérive, donc voilà, il faut faire attention à ça. Et quoi vous dire d'autre? De ça, je vous ai dit. Et oui, et après la difficulté, donc c'est de trouver quelqu'un qui a ces critères, qui est volontaire. Donc la solution, c'est le jour où il y aura des informations systématiques, ça sera beaucoup plus facile. On n'y est pas encore. Mais après se posera la question des RGPD, comment on stocke ces données de personnes sensibles, voilà. Enfin, pas personnes sensibles, les données sont sensibles. Et vraiment le risque, voilà, c'est ne pas instrumentaliser, c'est-à-dire avoir une demande de victime et trouver à tout prix un auteur, ou alors avoir une demande d'auteur et trouver à tout prix une victime. Mais c'est possible. Et c'est ce que disait Benjamin, il y a eu la toute première médiation auteur-victime au singulier, donc sur le thème du terrorisme en France qui a eu lieu. Et je laisserai notre grand témoin en parler de lui-même. Je n'en sais pas beaucoup plus et je ne peux pas vous en dire beaucoup plus aussi en termes de confidentialité. Et j'apprendrai aussi comme vous, mais ce sera un beau témoignage qu'on aura après. Alors, en ce qui concerne voilà, la situation des personnes maltraitées, alors pareil, après, voilà, ça dépend toujours des attentes, mais dans cet objectif que je vous expliquais tout à l'heure, de faire cesser la maltraitance, de trouver des solutions, de restaurer les liens entre ces personnes qui, voilà, souvent sont de la même famille, les mesures qu'on peut envisager, donc ça serait la médiation restaurative, et la conférence restaurative, plus particulièrement, elle permettrait à la personne maltraitée et à la personne à l'origine de la maltraitance, si elle le souhaite,
d'associer au processus de dialogue des personnes de leur entourage familial ou social qui pourraient être des ressources, des personnes de confiance qu'elles vont elles-mêmes désigner pour les aider justement à trouver des solutions pérennes pour faire cesser la maltraitance. Voilà. Oui, merci Pauline. Oui, c'est vrai qu'effectivement, cette conférence restaurative, elle nous parle parce que on sait que souvent ces situations de maltraitance sont liées à un isolement qui conduit à un épuisement d'une personne proche et qui va entrer progressivement dans de la maltraitance. Et finalement aussi dans un contexte relationnel où le dialogue est une solution. Donc c'est vrai qu'effectivement, la conférence restaurative, elle allie la possibilité du dialogue et de mobiliser des ressources. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est une mesure tout à fait intéressante. Et donc, Émilie, je t'en prie. Donc, dans le cadre de la protection de l'enfance et de la prévention de la délinquance, j'ai envie de dire, on a envie de penser que toutes les mesures finalement sont possibles, autant les médiations restauratives que les conférences restauratives, que les cercles restauratifs. Dans l'actualité, là vraiment toute récente de réunionnaise, il y a eu un fait de meurtre d'un couple d'adolescents, d'une adolescente, où une médiation restaurative peut être envisagée, et pour autant il y a de fortes répercussions dans le système éducatif scolaire, où il y a des demandes d'espace de dialogue, autant pour les professeurs que pour les élèves. Donc voilà, tout peut être envisagé. Un autre exemple aussi, et Ben, je crois que tu en as parlé hier, du projet de Pau qui a été initié il y a quelques années, qui n'a pas abouti, mais dans le cadre de dégradation, par exemple, de biens publics, où effectivement plusieurs acteurs, les acteurs de la ville, les policiers municipaux, les médiateurs sociaux, les jeunes, hein, évidemment, en premier lieu, pourraient se retrouver dans un dispositif de cercle restauratif pour envisager les réparations, pour envisager tout un tas de solutions et d'apaisement pour toutes les personnes victimes et auteurs. Oui, c'est vrai qu'effectivement, sur Pau, l'IFJR avait intégré une cellule de veille permettant d'identifier un certain nombre de situations de jeunes qui pouvaient engendrer des difficultés sur la voie publique, dans les espaces communs, etc. Et donc il y avait une cellule qui regroupait un certain nombre d'acteurs, l'éducation nationale, la commune, les transports, les habitats sociaux, etc., pour justement aborder ces situations, et en lien aussi avec un conseil des droits et devoirs des familles. Et c'est vrai qu'effectivement, pendant un temps, il était question d'intégrer aussi des solutions de justice restaurative en parallèle ou en préalable, ou en tout cas dans les situations où la justice restaurative pouvait être un intérêt. Donc on avait intégré ce groupe. C'est vrai qu'effectivement notre présence s'est arrêtée parce qu'il y a eu des changements mais c'est vrai qu'effectivement je pense que ça peut être tout à fait intéressant de pouvoir envisager ça. Et c'est vrai qu'effectivement sur le territoire de la Réunion, on a vu aussi qu'il y avait vraiment un intérêt, notamment au niveau des conseils locaux de prévention de la délinquance, de pouvoir mobiliser aussi la justice restaurative sur ces questions-là. Et ça me fait aussi écho, Emmanuel a en parlé tout à l'heure, de ces cités restauratives, de ces villes restauratives, où vraiment la justice restaurative s'intègre dans tout un contexte de vie, en fait, finalement, nous amène aussi à revoir pourquoi pas aussi les fonctionnements de la vie publique, avec comment est-ce qu'on intègre les citoyens dans la vie. Voilà, donc ces questions de ville restaurative nous intéressent aussi énormément, et c'est vrai qu'on suit avec attention les travaux du Forum européen sur la question. Donc c'est vrai que vous voyez, y a vraiment des choses intéressantes à faire là-dedans. Voilà. Là, le tissu local, en tout cas, est en demande, et voilà,
font appel à l'IFJR. Donc, on va tâcher d'y répondre. Voilà, ce qui fait très bien lien avec On va y répondre. voilà, quelles perspectives concrètes se posent dans ces situations, sur ces différentes thématiques. Où est-ce qu'on peut espérer est-ce qu'on est juste en projet? Est-ce qu'on a concrétisé? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Voilà. Alors, vous parlez des perspectives 2024 sur les cercles restauratifs. Alors, actuellement, avec l'Institut, nous travaillons avec l'INIR, qui est l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, sur la possibilité de mettre en œuvre des cercles restauratifs. L'idée, donc d'abord, vous dire que l'INIR, elle a pour objectif de porter le devoir de justice et de réparation à l'égard de victimes de violences sexuelles dans l'Église quand ces personnes victimes étaient mineures. Et donc, l'idée, c'est de travailler avec cette instance pour envisager la possibilité de mettre en place des cercles restauratifs. On commence par un déjà. Et puis, d'envisager si ça répond à des attentes des personnes victimes, des proches, si ça peut avoir un effet restauratif aussi en termes d'évaluation. Il faudra en voir tout ça. Donc c'est un projet que nous portons et qui est porté par l'Institut depuis, et par l'INIR aussi depuis je sais pas, plusieurs mois. On avait présenté le concept des cercles restauratifs dans une réunion devant l'INIR, effectivement. Voilà. Il y a l'année dernière. Voilà, donc on y travaille. Vous dire que ça, donc c'est sur cette possibilité de cercle restauratif. Et puis, en termes de perspective, mais je dirais en termes de l'actuel, nous, au sein de l'Institut, on a pu recevoir des demandes de médiation restaurative de la part de personnes victimes et pour pouvoir bénéficier d'espaces de dialogue autour des violences sexuelles qui ont été subies dans le cadre avec la dimension autour de l'Église catholique. Et puis, j'ai la chance, oui, en tout cas, c'est l'antenne que je coordonne me donne cette opportunité de pouvoir superviser aussi d'un point de vue technique des animateurs, des animatrices sur l'animation de médiation restaurative aussi, de demandes qui nous parviennent et que des professionnels que j'accompagne peuvent faire. Voilà, donc l'idée, c'est d'étendre. Et puis, je dirais plus particulièrement sur la question des cercles restauratifs, c'est aussi de comment on embrasse la dimension systémique de violence dans une dimension et dans une démarche restaurative. Et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant et c'est particulièrement nécessaire. Et puis, vous comprenez que là, l'idée de cette dimension systémique des violences sexuelles au sein de l'Église, on peut l'entendre aussi. On peut aller là, on va avoir le rapport de la Civis. Normalement, il sort aujourd'hui. Enfin, sauf si donc normalement c'est aujourd'hui. Ça se trouve, ils sont en pleine conférence de presse. Il y a la dimension de l'inceste, évidemment. Il y a la dimension. On peut penser. Voilà, ça s'ouvre. Ces cercles, en fait, c'est une opportunité supplémentaire de pouvoir réparer, de pouvoir restaurer, de pouvoir accompagner. Donc, c'est une joie vraiment de pouvoir travailler sur ça. Voilà. Lali. Oui, alors les perspectives en matière de terrorisme pour l'IFJR sont plutôt bien avancées avec deux projets qui se concrétisent bientôt. Le premier, c'est la création d'un groupe de travail au sein de l'IFJR, donc avec des membres de l'IFJR, mais également des personnes victimes, parce que notre présidente, notre vice-présidente et notre directeur que vous avez vu ont rencontré 3 associations qui doivent vous parler sûrement, mais V13, l'AFVT, l'Association française des victimes de terrorisme, peut-être que j'écorche un peu, mais c'est ça, et Life for Paris. Donc il y a un lien avec ces 3 associations. Il y a un projet de groupe de travail sur la question du terrorisme, bien évidemment, donc avec des membres de l'IFJR et certaines personnes victimes qui sont impliquées, qui veulent s'impliquer sur la question. Et la deuxième perspective, c'est un colloque qui aura lieu en mars 2024 sur, alors je ne vais pas écorcher le titre, mais c'est voilà, quelle réponse la justice restaurative peut-elle apporter aux victimes d'actes terroristes. Le public, ça sera bien évidemment en premier lieu les personnes victimes. De nombreuses d'ailleurs s'étaient manifestées suite au procès aussi, mais ça sera aussi ouvert plus largement.
l'objectif, c'est de pouvoir déjà apporter une écoute, voir quelles solutions sont possibles, plus qu'une table ronde où on aborde une dizaine de minutes la question, c'est bien évidemment pas suffisant. Donc il y aura ce colloque-là qui serait prévu à Paris en mars 2024. On fera passer plus d'informations plus tard. On essaie de préserver notre Alexandra internationale et un colloque à la fois, c'est suffisant. Donc pour le reste, les informations suivront. Oui, c'est un colloque organisé avec ces 3 associations, hein, pour être bien clair. Oui, merci pour la précision. Je me rends compte que j'ai déjà Déjà évoqué, en fait, j'ai émaillé voilà, les... Bref, il y a quand même quelque chose que j'ai pas dit, c'est qu'on a pu rencontrer la préfecture, et c'est vrai que dans le cadre de la stratégie nationale de prévention de la délinquance et du coup, ce qui en découle, le plan départemental de la prévention de la délinquance, les acteurs de la préfecture sont tout à fait favorables du coup à ce qu'on institutionnalise ce tissu partenarial, ce réseau qui est en cours de construction, j'ai envie de dire, entre les CLSPD, les missions locales, l'éducation nationale. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et donc on a je ne sais pas comment dire, on a la validation finalement. On a le feu vert pour agir. Et donc ça c'est plutôt... c'est positif, voilà. Oui, c'est vrai qu'effectivement, la justice restaurative est mentionnée dans 2 axes de la stratégie nationale de prévention de la délinquance, sur la question des jeunes auteurs, mais aussi sur la question des personnes vulnérables, et notamment, bien sûr, de l'enfant, mais aussi... alors, tu vas ajouter quelque chose qui va casser ma transition, Pardon, mais... vas-y. mais du coup, aussi, le lien avec le sujet abordé par... Mais vas-y, je t'en prie. Bon, on est en fin de congrès là, hein. On fatigue un peu. Oui, donc il y a un projet de l'IFJR qui vise à expérimenter en fait pour la première fois en France des dispositifs de dialogue restauratif dans ces situations de maltraitance à domicile envers les personnes âgées et ou en situation de handicap. L'objectif du projet, c'est de contribuer à faire cesser la maltraitance, faire cesser ces maltraitances et à mobiliser des ressources autour de ces personnes. Il s'agira de mettre en œuvre ces dispositifs dans toutes les situations de maltraitance à domicile où l'IFJR serait saisi, soit directement, soit par des organismes, sur orientation par exemple du conseil départemental ou des ALMA départementales. Donc le projet met en avant surtout la médiation restaurative et la conférence restaurative. Et en raison de la spécificité du public, dans le projet, il s'agit aussi d'associer systématiquement les professionnels de santé qui interviennent auprès des personnes, de les associer au processus, notamment dans la phase d'évaluation de la faisabilité de la mesure. L'expérimentation, elle est notamment envisagée dans un cadre extrajudiciaire et pas uniquement en cas de classement sans suite. L'IFJR a bénéficié d'un financement de la Fondation de France pour mettre en place ce projet et on va tenter de le mettre en place en Bretagne. Alors pour l'instant, c'est vraiment au stade de projet. Il reste encore plein de points à travailler, à préciser, et ça va aussi se co-construire avec les partenaires. Donc ce sera une expérimentation et qui forcément fera l'objet d'une évaluation détaillée qui permettra ensuite d'améliorer et d'ajuster les pratiques. Merci Pauline, c'est vrai qu'effectivement, vous l'avez tous vu, nous, la façon dont on aime travailler, c'est dans cette logique de co-construction avec les professionnels de terrain qui sont au contact du public, victimes, auteurs, dans leurs différents
services, que ce soit dans le domaine judiciaire ou dans le domaine de la protection des personnes, domaine social. C'est un peu de cette manière-là aussi que sur la question des rencontres auteurs-victimes en matière de terrorisme, ben voilà, cette première mesure, elle a été co-animée par Marion Trontignon de la Vimège et Héloïse Kelbut de l'IFJR, qui nous a rejoint cet après-midi, on la salue. Donc c'est vrai qu'effectivement, voilà, c'est comme ça qu'on aime avancer, et c'est comme ça qu'on avancera sur tous ces sujets. Voilà. Je vérifie l'heure, mais on a le temps pour... Alors j'ai l'impression de dire que ça tout le temps. On a le temps pour... Non, plus d'une question cette fois. Donc n'hésitez pas. Il y a plusieurs micros qui doivent circuler, je pense. Donc voilà. Alors, je vais me déplacer parce que je vois pas bien là. Est-ce qu'il y a des questions? Là. Tiens, je te donne mon micro. Oui, moi j'ai une question par rapport aux victimes d'abus sexuels au sein de l'Église. Est-ce que vous ne craignez pas que le fait que les personnes que vous allez mettre en face ne soient pas du tout des auteurs, finalement, puisse être un problème, parce que, enfin, qu'il y ait des membres du clergé ou des laïcs impliqués, c'est une chose, mais pour autant, ils n'ont qu'un lien avec des auteurs, à part présenter des excuses au nom de l'Église, éventuellement, peut-être expliquer 2-3 trucs sur le fonctionnement de l'Église et le fait que ça n'ait pas été dénoncé ou des choses comme ça. Mais c'est quand même pas du tout la même chose que de mettre des auteurs, même lorsque ce ne sont pas les mêmes, quoi. Alors, sur cette question-là, l'idée, c'est que comme on est sur une première... de toute façon, on va être sur une première expérimentation. L'idée, c'est que si les personnes, c'est pas leur attente, elles iront pas. Parce qu'il y aura aussi la limite de pouvoir accompagner, de ne pas pouvoir pour le moment, en tout cas proposer cette démarche-là avec une dimension avec les personnes auteurs. Je ne dis pas que ça ne va pas s'ouvrir, mais pour le moment, ce sera avec la communauté, la communauté de l'Église, etc. Si les personnes, c'est vraiment leur attente, bah moi, nous, on ne va pas les amener à un endroit où elles n'ont pas envie. En revanche, ce que l'on sait, dans un premier temps, c'est qu'il y a des demandes en dehors de la démarche purement d'aller parler à des personnes auteurs, mais c'est aussi, et parce qu'il y a la dimension systémique, de comprendre aussi pourquoi, ou de poser des questions aux institutions religieuses, pourquoi parce que ça fait partie parfois soit d'une d'une survictimisation, mais qui parfois est le cœur des répercussions. Parfois, il y a même aussi la question des parents, de leurs parents proches, à qui les faits ont été dénoncés, qui n'ont pas répondu, et qui sont aussi des personnes que la personne victime ou que les personnes victimes peuvent identifier comme étant aussi faisant partie des personnes à qui les réponses ou des questions peuvent être apportées. Donc l'idée, c'est de ne pas du tout... si une personne victime, c'est son attente, malheureusement, on aura évidemment un cadre qui ne nous permettra pas là pour le moment de le rendre possible, mais il y a d'autres attentes, et ces autres attentes peuvent être envisagées dans, je pense, le cercle peut être une des réponses. En tout cas, pas toutes, mais en tout cas, ça peut. Oui, c'est ça, c'est que là, que ce soit bien, quand on envisage le cercle restauratif, c'est pour répondre à un type d'attente particulière de victimes qui souhaitent pouvoir s'adresser aux autorités religieuses, et aussi pas simplement sur le pourquoi et le comment, mais aussi faire en sorte que ça ne se reproduise pas, participer à être partie prenante de cette réflexion-là de fond qui se pose. Pour les personnes qui veulent rencontrer des auteurs, de fait, voilà, Noémie l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs médiations qui sont en cours actuellement avec victimes, auteurs. Et donc voilà, là aussi il n'est pas impossible de le faire non plus. Donc voilà, c'est pas en remplacement, c'est Et ça m'a fait penser ce qu'a dit Ben et ce que tu disais, Nadège, c'est que aussi il y a les attentes des victimes, et je pense qu'il faut aussi qu'on se questionne, nous, en tant que personnes à la fois concernées, mais d'un point de vue plutôt de la communauté. Je suis persuadée, parce que je le sais, qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément directement concernées par un fait de violence sexuelle ou autre, mais qui ont envie de s'investir pour les personnes victimes, qui ont aussi envie d'être en soutien, et qui ont envie aussi de dire, voilà, on fait quelque chose aussi pour ces personnes. Donc les cercles peuvent être aussi une opportunité
pour élargir et sortir de la dimension individuelle ou la dimension juste Église, enfin avec l'Église catholique, et l'ouvrir au fait que ça nous touche tous et toutes, en fait, ces violences, et plus ou moins directement, et plus ou moins... Donc, je me dis que ça, c'est aussi cet intérêt-là, on sort de la dimension, et on continue à consolider aussi cet espace de restauration au-delà de l'individuel. Oui, je ne sais pas si c'est bon, on entend. Oui, je me posais la question en fait par rapport à l'exigence, en tout cas aujourd'hui que je crois connaître d'un dépôt de plainte par rapport à la possibilité de justice restaurative, et notamment en fait par rapport aux maltraitances à domicile, qu'on sait parfois qu'elles arrivent plutôt dans un huis clos où c'est déjà difficile en fait de sortir de ça. Et que parfois la justice pénale peut faire peur en fait dans les conséquences familiales. Et du coup, comment est-ce que vous imaginez ça par rapport à ces conférences de restauratives? Je sais pas si... Alors, tu me compléteras, Benjamin. C'est pour ça que c'est aussi, alors dans le projet en tout cas, on envisage l'extrajudiciaire. Dans les cas où il n'y aurait pas forcément de dépôt de plainte, parce que ça ne serait pas aussi une volonté des personnes de déposer plainte, enfin qu'il y ait une procédure pénale, parce qu'en effet, on est dans le cadre familial, on n'a pas forcément, les personnes victimes n'ont pas forcément envie de déposer plainte, mais elles veulent que ça s'arrête, elles veulent que la situation elle cesse et qu'il y ait des solutions de trouver. Et c'est dans ce cadre-là que, parce que ce genre de situation, justement, si les personnes ne vont pas au pénal, la situation, elle perdure, et du coup, la justice restaurative permettrait justement de proposer une solution à ces personnes-là, à ces situations-là, et de pouvoir faire cesser la maltraitance sans qu'il y ait de procédure pénale forcément. Sachant aussi par ailleurs que y a évidemment l'enjeu que personnes âgées peuvent être en situation de vulnérabilité, personnes handicapées, personnes vulnérables. Donc là, il y a tout un enjeu aussi d'évaluation de la gradation de ces maltraitances. On n'est pas toujours dans la situation de maltraitance qui donne lieu à des signalements et pour lesquels des poursuites pénales sont engagées, voire même tout simplement elles peuvent être signalées, mais il y a un classement sans suite. On le sait qu'il y a un grand nombre de classements sans suite sur ce type de situation-là, parce que je parle sous couvert des autorités judiciaires présentes, mais effectivement, souvent dans ces situations-là, quand c'est classé sans suite, c'est parce que il n'y a pas forcément une pertinence d'une réponse pénale dans cette situation. En tout cas, on sait que c'est pas forcément ça qui va résoudre le problème. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir aborder avec toutes ces prudences évidemment ces questions-là où on pense vraiment que la justice restaurative peut être une réponse intéressante.